Caramel. 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 Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou réalisé par Jérôme. Nous sommes bien vendredi et pas lundi. Et pourtant ce début d'émission a été chaotique comme un début de semaine. Ce soir, il sera largement question de la cave Poésie, lieu incontournable de la vie artistique toulousaine, qui fête cette année 50 ans de militantisme culturel. Avec moi pour évoquer ces 50 ans, Serge Paye, poète au bâton, un des piliers de cette maison, et Yann Valade, son actuel directeur, mais également Pahamat et Bernardo Sandoval, qui joue ce soir et demain soir à partir de 20h30. Et puis en fin d'émission, Lucas Lemoff nous donnera des nouvelles de l'air du temps. Et comme je le disais tout à l'heure, l'air du temps en ce moment, il est plutôt frisqué. On en aura une nouvelle preuve en fin d'émission avec sa chronique. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Olifant. Olifant, c'est la réunion de deux musiciens toulousains aux trajectoires très différentes, mais ayant en commun une certaine affinité pour l'esthétique pop. D'un côté, Jean-Pierre Isnardi, guitariste déjà entendu dans My Favorite Dentist Is Dead, Arca ou encore Pas de printemps pour Marnie. De l'autre, Philippe Birgi, homme de clavier et de machine, remarqué dans Gargamel Etcheverry ou Div Depp. Ensemble, ils se lancent dans une aventure au long cours sans trop savoir où cela les mènera. Une question néanmoins létarode, comment établir un lien entre leurs modes de composition respectifs. Une première réponse est depuis ce matin diffusée sur toutes les plateformes numériques de musique. Devrait suivre un nouveau morceau tous les mois et l'on pourra voir au fur et à mesure si le propos s'enchaîne, diverge, progresse ou change d'orientation. Allez, première réponse tout de suite. Olifant, Ink Wet Slippers, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Sleep, crying till I'm calm.
Qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. On va imaginer ce que c'est. Ils ont une radio campus, tu vois. Voilà. C'est un hôtel. Comme dit Serge Pey, qui a pas encore compris qu'on ne commence pas tout de suite à la radio, mais qu'il faut attendre un peu que tout soit arrêté, mais que déjà les micros sont branchés. Serge Pey était en train de nous dire que même aux États-Unis, ils avaient des radios sur les campus. Ce qui est tout à fait vrai. La plus belle, c'est celle de Toulouse. Radio Campus de Toulouse. Voilà. Et enchanté de vous accueillir dans nos nouveaux locaux, puisque pour le coup, on a quitté la rue des Lois et on est arrivé jusqu'ici. L'avantage de la rue des Lois, c'est que tous les artistes de la CAFPO qui venaient nous rencontrer le vendredi soir, voilà. Ils avaient qu'une rue à traverser. Là, c'est quasiment la ville qu'il vous faut traverser. Et apparemment, il y avait quelques embouteillages, et c'est ça, Serge Pey ? La vie est embouteillée. La vie est embouteillée, oui. En général, c'est pas la rue, c'est la vie. Serge Pey, poète au bâton, poète militant, poète agissant et actuel président de l'association qui gère la cave poésie. Ne l'y en déplaise, on va quand même parler de la cave poésie ce soir un tout petit peu. Et même si en ce moment vous devez faire le tour des médias, le tour des radios pour raconter 50 ans d'activisme culturel toulousain, c'est quand même à vous que je vais reposer la question. Dans quelles conditions René Gouzen a-t-il fondé la cave poésie il y a maintenant 50 ans, en 1967 ? Serge Pey. Oui, c'est toute une histoire. C'est l'histoire d'abord d'une implication politique culturelle. Hein, et il ne faut pas oublier ce que c'était la ville, ce que était la France à cette époque-là, où il y avait des instituteurs qui étaient détachés, et lorsqu'ils aimaient la poésie, ils faisaient la poésie, lorsqu'ils aimaient le théâtre, ils faisaient le théâtre, lorsqu'ils aimaient le cinéma, ils faisaient du cinéma. Et lorsqu'ils aimaient les colonies de vacances, ils allaient former des moniteurs de colonies de vacances. C'était un milieu militant. Un milieu militant de gauche, d'espérance, progressiste, et qui croyait encore, comme aujourd'hui je le crois. C'est pour ça que j'assume les tâches que m'a confiées René Gouzen, à sa mort, qui m'a dit bon, écoute, vas-y, faut que tu me remplaces. Mais on remplace jamais René Gouzen. On remplace jamais René, parce que qui peut remplacer quelqu'un d'ailleurs ? On peut se remplacer à peine si on peut se remplacer soi-même, mais j'essaie de continuer le travail qu'a mené toute sa vie en tant qu'instituteur militant, progressiste, militant de l'espérance, le travail de René Gouzen. Et ensuite, la cave, c'est vrai que c'était un trou. Il faut imaginer aussi qu'à l'époque, avoir des locaux, c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui, puisque c'était la Fédération des œuvres laïques, la Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente, tout un programme. C'est pour ça que nous sommes fiers d'être laïcs aussi, parce que ça a été un combat pour nous de libération, de tolérance et d'intelligence. Et il se trouvait que c'était aussi des caves qui appartenaient, là où on stockait le charbon, qui appartenaient aux écoles. C'était dans les écoles que se faisait la culture, évidemment. Et dans cette cave, il n'y avait pas que la poésie d'ailleurs, il y avait aussi mon ami Deldebas, et qui s'occupait du cinéma. Alors dans la petite cave en bas, on n'avait pas toute la surface que vous connaissez aujourd'hui. Et c'était cette cave où on faisait le cinéma, c'est là où on voyait les premiers films de Godard, c'est là où on voyait... etc. Et on a écouté nos premiers poèmes aussi. Avec les prémices de ce qui est devenu l'UFOLES, la projection de films en milieu scolaire et en milieu rural. Et après, ces projections, elles ont été faites aussi au Cratère dans les mêmes conditions. Ouais. C'était la Fédération des œuvres laïques. Et au Cratère, et c'était merveilleux. Alors, c'est vrai que c'est René qui a René qui était, moi j'étais un jeune type, j'étais un adolescent, et c'est René qui a creusé la cave avec ses amis, notamment avec Daniel Catala. Et c'est important aussi. Avec une marque de fabrique dès le début qui fait que ce lieu est multidisciplinaire. On y écoute de la poésie, vous le disiez, on y écoute de la musique, on y voit du cinéma, mais il y a également une large place laissée au théâtre ou à la littérature. Et c'est sans doute ce qui fait un peu son unicité à Toulouse. C'est le seul lieu qui puisse être comme ça pluridisciplinaire. Ça tenait aussi à ce qu'était René, qui était un homme de théâtre magnifique, qui avait travaillé avec Villard à Avignon. C'était une époque où on lisait, on montait Brecht au théâtre. Moi j'ai connu René, c'était en 68. C'était en 68 et il montait les chants de la Commune de Paris.
C'était une époque aussi où, d'ailleurs je le crois toujours, parce que l'espérance est une tension vers un horizon incertain, mais il faut vivre systématiquement cette tension, ce présent. Et c'est comme ça que je connus René, avec le cercle de Cré caucasien, avec l'annonce chez les petits bourgeois de Brecht, et avec les chants de la Commune de Paris. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. C'était ça. Donc on était porté par un mouvement social, et une espérance politique. La cave, c'est toujours ça, et ça a été donc un lieu de résistance. Chose que je maintiens aujourd'hui, et peut-être c'est un des rares lieux de résistance qu'il y a sur Toulouse. On reparlera de la cave et de sa ligne éditoriale dans une petite dizaine de minutes. Le temps pour moi, pas de vous présenter parce que vous les connaissez par cœur, mais le temps pour moi de parler avec nos deux invités du soir que l'on va vite libérer parce qu'ils ont un raccord à faire à la cave Poésie puisqu'ils y jouent vers 20h30. Bernardo Sandoval sur ma gauche, Pahamat sur ma droite, qui viennent de former un duo. Ce soir, ça sera le 3e concert que vous donnerez ensemble. Bernardo Sandoval, racontez-nous un peu l'histoire de ce nouveau duo, parce que j'allais dire que des duos, vous en avez monté quelques-uns, mais racontez-nous un peu l'histoire de ce duo que vous faites avec Pahamat. C'est un peu dans la lignée de ce que j'ai toujours fait dans ma vie, les rencontres. Très vite, je suis tombé amoureux de l'Afrique. À l'âge de 20 ans, j'ai commencé à faire des tournées là-bas en Centrafrique. Ensuite, tous les ans, j'y allais. Puis, j'ai rencontré Jean Dagbenon au Bénin, avec qui on a beaucoup travaillé. Notamment sur l'album Negrilou. Voilà, sur Negrilou aussi. Et puis Pape, je le connaissais depuis longtemps, comme ça. Ce gars-là, il faut le rencontrer parce que ça rigole pas, quoi. Et on s'est rencontrés au mariage de Jean-Paul Raffitte. Voilà. Enfin, on s'est rencontrés avant, mais disons que là, on a eu l'occasion de... Autre guitariste émérite. Oui, oui. qui aussi a travaillé avec Pape. Et là, on a eu l'occasion de sortir les guitares et de jouer, et puis et de se dire, tiens, il faut qu'on fasse un truc ensemble. Et puis, rapidement, on a été appelé à faire une espèce de demi-heure ensemble, comme ça, au feeling. Et ça m'a beaucoup touché, puis... On s'est dit, il faut continuer ça. Puis, pour aller assez vite, moi je pense que l'Afrique, c'est vraiment la maman du monde. Et autant musicalement qu'humainement, j'y ai trouvé beaucoup de réponses. Et je continue à en trouver. Et le fait de faire ce duo avec Pape, il y a quelque chose qui est super, c'est que lui est franco-sénégalais. Et moi, je suis franco-espagnol. Alors la différence avec des gens avec qui j'ai travaillé au Bénin, au Togo, c'est qu'eux sont vraiment africains. Et la démarche artistique n'est pas la même. Nous... Vous voulez dire que la double culture, ça a un peu influencé votre jeu, la façon d'être ensemble? Complètement, c'est-à-dire que on se facilite, on se donne plus facilement les vrais codes de notre culture, quoi. Alors que avec Jean Dagbenon du Bénin, c'est une autre aventure. C'est moins facile. Avec lequel vous aviez monté un trio à un moment donné. Vous étiez tous les trois sur scène. On vous avez vu notamment au Pont Jumeau lors d'un festival Convivencia il y a peut-être 2 ans. Pahamat. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et, oui, c'était... on a sous l'influence de Bernardo, on a créé le trio Kuna. Donc on a appelé, composé de Bernardo Sandoval, de Jean Dagbenon, qui a longtemps travaillé avec Bernardo Sandoval, donc ils se connaissaient déjà tous les deux. Et donc moi, je les ai rejoints dans ce trio-là, quoi. Bernardo et Pahamat, qu'on connaît sur Toulouse depuis à peu près 25 ans, vous étiez au milieu des années 90 membre d'un duo qui réunissait votre guitare et votre voix avec une flûtiste suisse, si je me souviens bien. C'est bien, ça, bonne mémoire. Un groupe qui s'appelait Bourou. Bourou, B-U-R-U. Voilà, et vous aviez fait tous les bars et tous les lieux à Toulouse avant de partir
un peu partout en Europe, Ouais. notamment à la Cave Poésie, justement. On vous avait vu jouer à ce moment-là. Ouais. Et c'est vrai que depuis 20 ans, vous êtes toujours en Ariège et vous trimballez votre espèce de mélange entre votre culture sénégalaise et puis les influences de la pop occidentale. Oui, bon, je suis maintenant on va dire, je suis fils adoptif de la région, plus précisément même de l'Ariège. Mais bon, j'ai un pied à terre en Ariège, mais vu ma vocation de musicien, je bouge quoi, donc il est bon de bouger un peu à droite à gauche et puis revenir dans un endroit calme et tout. Mais c'est vrai que à l'époque ouais, on avait un peu défrayé la chronique un peu avec le duo Bourou. Oui, c'était les premières fois qu'on entendait sur Toulouse ce mélange de musique africaine et de sonorité occidentale. Enfin, c'était pas très courant. Oui. C'était pas très courant à l'époque. Complètement. On avait réussi à faire une osmose quoi entre deux âmes. C'était plus une question d'âme après et de rencontre là aussi. Rencontre quoi. Après la vie qu'on a vécue, puisqu'elle est Francine Tièche quoi, donc elle était suisse. Mais elle a grandi ici en France, moi c'est Sénégal. Voilà, c'est toujours des histoires de composition, de métissage finalement, d'âme et de culture quoi, et de musique quoi. Voilà. Saint-Oval, ce qui est un peu symptomatique pour le concert que vous allez donner ce soir, c'est que vous le donnez à la Cave Poésie pour les 50 ans de la Cave qui vous a vu commencer quasiment sur scène. Ça devait être en 77-78. Vous commenciez avec votre frère à la Cave Poésie. Moi, j'ai commencé à la Cave Po à l'âge de 17 ans. Ouais, c'est ça, oui. 17 ans. Et avant, je séchais le bahut pour aller jouer dans les restos la nuit et me faire un petit argent de poche. Mais vraiment à faire des concerts, quoi. C'était à la Cave Po et René Gouzen m'avait dit, bon, écoute, viens, j'ai passé une audition. Entre la salle d'en bas, il y avait comme un petit étage, là, la salle d'en haut. Et je me rappelle bien, j'ai fait une audition, il me dit, bon, eh bien, dans un mois, tu viens jouer 15 jours ici, tous les jours. Et alors, c'était cette époque-là où l'émigration espagnole était vraiment apparente, quoi, à Toulouse. Elle était là, on la voyait, quoi. Oui, le siège du PSOE était juste à côté, à la Cinémathèque. Il était encore là. Voilà, c'est ça, oui. Et alors, bon, ce qui était bien, c'est que, et bien et pas bien, c'est que le public, c'était les gens du centre espagnol, les Espagnols, quoi, qui venaient. Et il me disait, c'est très bien, petit. Donc ça, c'est René. Non, le public. Le public. Il disait, c'est très bien, petit, mais là-bas. Alors bon, ça fait mal quand même, et ça fait bien. Donc j'y suis allé là-bas. Et j'ai eu un des plus grands prix de guitare espagnole, de guitare flamenca. Après, quand je suis revenu, c'était pas pareil. Alors c'est quelque chose qui m'a fait avancer, qui m'a fait très peur. C'est un public difficile, de gens un peu résignés, un peu amers. Ça fait partie de ce combat-là. Mais ce qui est super, c'est qu'à cette époque-là, quand je jouais à la Cave Po, parce qu'après toutes les années qui ont suivi, j'ai joué jusqu'à aujourd'hui. Hein. Mais ces années-là, mon père préparait la sangria, ma mère préparait des tapas, et c'était comme ça, quoi. Puis bon, il n'y avait pas de sono, on arrivait, la guitare. Parce que la Cave Po, il faut dire un truc, c'est peut-être une des salles les plus difficiles à jouer. Pourquoi ? Mais parce que c'est tout petit, les chaises craquent, et moi j'adore le silence, dès qu'il y a un truc, alors tout le monde est comme ça, et c'est compliqué à jouer, mais en même temps c'est génial. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a de plus, cette salle qui vous incite à venir y jouer tous les ans depuis quasiment 35 ans ? Ben c'est parce que c'est un peu ma chambre. Et là, quand je rentre dans ces loges-là, je vois René allongé, même les dernières années, en train de lire, comme ça. Et je le vois toujours, avant d'entrer sur scène, de regarder derrière le rideau pour voir s'il y a du monde ou pas, avec ce souci mignon comme tout.
Enfin voilà, bon, c'est vraiment une histoire d'amour. C'était mon grand-père, hein, vraiment. Pour revenir à votre duo, le répertoire, hier, lorsque vous l'avez joué, j'ai cru reconnaître des chansons du trio dont on parlait tout à l'heure. Je cherche l'eau, je cherche le nom de l'eau. Je crois que c'était un morceau que vous jouiez pour ce trio-là. Il y a des morceaux de Sandoval, il y a des morceaux de Pahamat. Il y a des compositions que vous avez fait pour ce répertoire ou pas encore? Ça commence. Ça commence. ça veut dire que c'est un duo qui a un peu d'avenir devant lui. Une longévité, ouais. On l'espère. Bon. Eh bien, écoutez, oui, cette nouvelle. Non, je dis que ces choses-là, ça dure toute la vie en général. Oui. Quand c'est pour de vrai. Et des histoires d'amitié, effectivement, peuvent durer toute une vie. Si vous le voulez bien, on va vous demander de jouer un morceau. Je vois que vous avez amené vos guitares. Donc ça, c'est presque un truc unique pour le moment. Il n'y a pas de bande de son, il n'y a pas de disque, il n'y a rien d'enregistré. On a pu vous entendre hier et avant-hier. Ce soir, c'est le 3e concert. Merci de nous offrir un morceau. Et normalement, nous, on devrait le graver et pouvoir le rediffuser un peu plus tard dans cette émission. Merci beaucoup, Pahamat et Bernardo. Merci les amis. Merci. Qu'est-ce qu'on joue, Pape? Ternura, ouais. Ternura, espero melodías, cadencias, fusiones, esencia, conciencia de lo frágil, pureza, no sé cómo decirte, mi vida, todito lo que siento adentro, fuerza para cantar a la vida, amor para curar mis heridas. Ayúdame, ayúdame, escúchame, compréndeme. Boye yayo toro bamba. Boye
boje aloy dembayay surumandu wolendu no fal samandu jele ali sabay wolendu mo sabaro wolendu boje boje wolendu no barowe boje ayo toro manali wolendu no baro fal samanali ele dumo jami je wolendu no sabaro wolendu boje boje ayo soro boje amalu wende boyayo numaru wolendu no fal samandu ojele alu oje Kumunalo madembe yayo Le duo Bernardo Sandoval, le Pamat, ce soir à partir de 20h30 à la Cave aux Poésies dans le cadre des 50 ans de cette salle. Serge Paye, vous l'avez déjà vu ce spectacle ou vous allez profiter du week-end pour aller l'écouter? Ce spectacle est merveilleux. Je ne l'ai pas vu, mais je suis dans l'âme de Bernardo et de son compagnon guitariste qui vient d'Afrique. Et donc je l'ai toujours entendu. Je l'ai toujours entendu parce que Bernardo, il a toujours une Afrique dans sa voix. Et c'est une Afrique qui revient de très loin. Et peut-être des premiers occupants de l'Espagne. Hein. Il y a des milliers d'années. Mais ce que je voulais dire, c'est que Bernardo, j'ai la même histoire que Bernardo. Nous sommes espagnols, des enfants de l'immigration espagnole, et en même temps, j'ai commencé à dire mes premiers poèmes à la Cave Poésie, bien avant lui, puisque je suis plus vieux que lui, et j'avais aussi 17-18 ans. C'était en 67, et quand René a ouvert sa cave, et dans cette cave, je reconnais encore les murs de briques, et je dois avouer que lorsque je suis seul dans la cave, des fois, il y a des larmes qui me coulent des yeux, et je caresse avec ma main la paroi de briques rouges que René aussi a caressée. Et là, autour de moi, jaillissent les fantômes, et ensemble, nous disons des poèmes, nous disons toujours les mêmes poèmes, ceux de Brecht, ceux d'Aragon, ceux d'Éluard, ceux de Mayakovsky, les nôtres aussi. Et c'est pour ça que la cave, pour moi, est peuplée de vivants. Parce que les fantômes dont je parle sont des êtres humains qui nous tiennent les pieds pour que nous marchions debout. Et la cave qui va fêter ces fantômes pendant toute l'année, avec cet état d'esprit que vous rappeliez tout à l'heure, la cave est un lieu de résistance depuis le début. En quoi est-ce encore un lieu de résistance en 2017 ? Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est depuis le début, mais à l'époque c'était naturel d'être des poètes, des hommes de théâtre comme René, et de dire des poèmes pour l'espérance des peuples. Car c'est la culture qui libérera et qui l'humanité.
Un lieu de résistance, par exemple, lundi, je fais une lecture de poèmes pour Ebru Firat, cette jeune kurde qui habitait le quartier de Bagatelle et qui est allée se battre contre Daesh et qui a été condamnée à son retour à 5 ans de prison en Turquie. Donc je vais dire des poèmes pour elle, notamment des poèmes de Nazik Hikmet, que René Gouzen aussi disait. On ne fait pas exprès d'être résistant, on ne le cherche pas. Mais c'est naturel pour un poète. Un poète, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit des poèmes d'amour. Et puis il est témoin de sa vie, il est témoin de son temps, il est témoin de ses amis, il est témoin des guitares de ses amis, comme celle de Bernardo. C'est normal de respirer et de marcher dans cette respiration-là. Mais nous sommes dans un courage de la pensée. Et avec Yann Valade... Qui va venir nous rejoindre dans 2-3 minutes. J'espère. Nous avons suivi quand même une ligne libertaire d'émancipation dans cette cave, de conscience, de partage de l'amour, de partage de l'intelligence. Avec un côté militant qui est lié à la cave, qui a pu vous amener au milieu des années 90 à être en tant que cave et en tant qu'artiste associé à la cave. Et je parle de René, je parle de Bruno Ruiz, je parle de tous ces gens qui tournaient autour de la cave, à aider un squat culturel à Toulouse à se monter, ce qui est devenu la Chapelle. Si je me souviens bien, c'est la cave Poésie qui avait quasiment organisé la première manifestation qui s'est passée à la Chapelle à l'occasion de la mort du poète qui était mort dans cette chapelle. C'était mon ami Jerry Wolf, et dont j'étais l'éditeur, et avec qui j'ai dit beaucoup durant de longues années des poèmes, qui est mort dans cette chapelle. Et après, l'histoire de la cave, c'est pas une histoire linéaire, c'est une histoire qui a ses zigzags et qui a son historicité, évidemment. Donc aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Elle a été autre chose aussi il y a quelques années. Et en 77, elle était encore autre chose. Hein, voilà. Mais c'est l'authenticité, c'est la vérité qui est le plus important pour nous. Et c'est aussi l'amour du texte, l'amour de cette littérature. Parce que lorsque Bernardo chante, il chante aussi une littérature. Et c'est ce qui est important. C'est pour ça que nous faisons les littératures en scène avec Yann, que nous invitons les poètes du monde entier, comme nous le faisons le lundi, chaque lundi, avec les chantiers d'art provisoire de l'Université du Mirail. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas coupés d'un mouvement de la pensée. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les anniversaires, on s'en fout. Hein, que 50 ans, c'est une façon... C'est pas tellement pour manger le gâteau, mais c'est pour incendier de nouvelles bougies, de manière de foutre le feu à la plaine. Voilà. C'est une forme de balise. Yann Valade, vous êtes le directeur de la cave Poésie depuis 3 ans. Comment on arrive dans une maison aussi vénérable et qu'est-ce qu'on veut y insuffler quand on y arrive? Je pense qu'on y arrive sur la pointe des pieds et qu'on essaye d'abord de comprendre ce qui s'y est fait depuis tant d'années. Je pense pas qu'on arrive dans la cave Poésie, mais partout ailleurs en voulant révolutionner les choses. Je pense pour pouvoir avancer, il faut d'abord comprendre. Donc d'abord on discute avec tous ceux qui y ont été, que ce soit Serge ou que ce soit Gisèle, qui depuis plus de 25 ans fait la billetterie, qui à son humble manière fait partie aussi de l'image de la cave et qui elle aussi a des choses à dire. Mais et plein de gens comme ça pour essayer d'inventer le futur en fait. On ne peut pas inventer le futur si on ne s'ancre pas dans le passé en fait. Donc il faut comprendre pour inventer. Vous avez peut-être maintenu un certain nombre de rendez-vous, notamment les rendez-vous littéraires qui sont très importants à la cave et que vous avez maintenu et peut-être un peu développé depuis que vous êtes là. C'est vrai qu'on entend aussi des musiques qu'on n'entendait pas jusque-là à la cave. Moi, je me souviens d'un concert de Sec l'année dernière en grosse formation, des concerts aussi rock à la cave, on n'en entendait pas. C'est vrai qu'il y a un peu ce renouvellement dans les artistes que vous faites venir, là, je parle du côté musique. De fait, puisque moi j'ai 38 ans, donc des artistes de ma génération arrivent à la cave.
c'est tout à fait normal. Après, c'est une envie aussi de montrer que les littératures elles peuvent être l'objet de créations hybrides vraiment surprenantes et d'aujourd'hui, et pas juste des choses poussiéreuses de littérature, de lecture avec le texte à la main, et voilà. Puis ce que fait Serge depuis plus de 40 ans avec ses performances, ses poésies d'action, c'est aussi s'inscrire là-dedans. La poésie doit être une action, doit être un geste, ce n'est pas... si la poésie ne crée pas le mouvement, bon, voilà. La poésie, ce qu'on défend à la cave, c'est des spectacles, des choses qui nous amènent à bouger, qui nous amènent à interroger le monde, qui nous amènent, voilà. Et à interroger le public. Je voulais dire, Yann Valade, c'est une nouvelle génération qui porte un regard nouveau sur le monde. Vous savez, le monde, qu'est-ce que c'est ? C'est un polygone infini avec plein d'angles, et lui, c'est un nouvel angle qui permet de regarder ce monde. Avec un renouvellement, notamment dans les gens qui sont autour de la cave en ce moment. C'est vrai que hier, que les gens à la billetterie, au bar et qui accueillaient le public, c'est carrément des gens qui viennent d'arriver. On n'en connaissait aucun hier. Oui, ils n'ont pas 20 ans. Ouais. Bon, en l'occurrence, ils n'ont pas 20 ans à cause d'Emmanuel Macron qui, ayant supprimé les CAE, nous a fait perdre un poste, et donc on a été obligé de prendre 2 services civiques. Mais c'est quand même, c'est quelque chose d'intéressant parce que oui, ce sont des jeunes qui sont nés au milieu des années 90. Quand moi je rentrais à la fac, alors oui, ça peut donner un coup de vieux, mais c'est intéressant qu'il y ait une nouvelle génération qui s'en empare, effectivement. On va écouter là quelqu'un qui joue ce soir au taquin à 21h30, mais qui est venu régulièrement jouer à la cave avec la formation qu'on va écouter, ou avec d'autres formations. Je me souviens d'un trio l'an dernier de Scaliette. Oui. Donc Mathieu Souriceau avec Étienne Choissier. Mathieu Souriceau avec Étienne Choissier qui joue ce soir en trio. Ils se sont adjoints les services d'une violoncelliste, Julie Ladérac, et ils passent ce soir à partir de 21h30 au taquin. On les écoute et on se retrouve juste après. زراف بلو زرافنا لا في مقال زراف بلو زرافنا لا في مقال يزراف وش متاح كسمايني يركال يزراف وش متاح كسمايني يركال أتاكوس نبرا طيتنا بدري أتاكوس نبرا طيتنا بدري أباي ما دوكرج أويني من شري أباي ما دوكرج أويني من شري زرافي وا زرافي وا
አወይ አተኳኮስ ወደ ፋርን መኮነ ሲሄድ መቀነቻ ሲዞር ግንባሩን ሲሄድ መቀነቻ ሲዞርን ግንባሩን ዘራፍ ዘራፊዋ ዘራፍ ዘራፊዋ ዘራፍ ዘራፊዋ ዘራፍ ዘራፊዋ Voilà, donc on vient d'écouter Étienne Choissier avec Mathieu Sourisseau et puis ce soir au Taquin à partir de 21h30 ils seront avec Julie Laderac au violoncelle, donc dans un nouveau trio qu'ils nous présenteront donc ce soir, un trio qui tourne depuis 1 ou 2 mois, mais c'est la première fois qu'on les verra à Toulouse tous les trois. Yann Valade, on continue et on finit avec ce cinquantenaire. Serge Pey a beau dire que finalement c'est pas les 50 ans qui sont importants, mais c'est la façon dont on les fête pour remuer un peu les choses. C'est vrai que la cave poésie a quand même, on en parlait juste tout à l'heure avec Serge, a quand même ce côté assez unique à Toulouse d'être vraiment pluridisciplinaire. On y voit de la poésie, de la musique, de la littérature, du théâtre, et ça depuis le début de la cave. Oui, c'est vrai. Après, je sais pas si c'est sa particularité. Je rebondirai plus sur ce que dit Bernardo. C'est-à-dire que quand Bernardo dit que c'est une salle extrêmement difficile à jouer, je pense qu'il a raison. Quand on parle de la cave, c'est-à-dire qu'à la cave poésie, pour les auditeurs auditrices qui connaissent pas, il y a 2 salles. Une salle au rez-de-chaussée qu'on appelle le foyer, où il y a ce soir le concert de Bernardo et Pahamat. Avec une magnifique cheminée. Voilà. Et qui a été découverte d'ailleurs dans les années 80. Parce qu'elle était murée avant. Enfin bon. Et il y a une cave. Et là, le rapport spectateur-artiste à la cave, pour moi, c'est vraiment un rapport tauromachique. C'est-à-dire que là, l'artiste qui est sur scène, il peut pas tricher. Et il y a qu'à voir quand Bernardo joue à la cave, il se met en devant de scène, on peut quasiment le toucher, et tout son art qui est de l'ordre du murmure, d'une douceur absolue, prend tout son sens. Et ça fait peur. Ça fait peur au théâtre, par exemple, qui, oui, vont jouer à la cave, mais c'est pas si simple, parce qu'on peut pas tricher. Il faut être là, ici et maintenant, il faut être présent. Le moindre haussement de sourcil, on le voit et ça fait sens. Donc c'est pour ça que c'est une salle qui est compliquée. Parce qu'en plus, comme elle a un rapport avec un gradinage, tout le monde voit tout très très bien. En haut, enfin au foyer, c'est plus un rapport de cabaret, c'est plus facile. En bas, non, c'est une salle très exigeante. Et c'est la seule à Toulouse comme ça. Oui, il y a les grandes scènes du Garonne, il y a toutes les scènes de Toulouse ont leur particularité. Mais la cave, elle est là, elle est dans cette intimité qui fait que la tricherie peut pas exister. Soit ça passe, soit ça casse. C'est là la particularité de ce lieu, je pense, à Toulouse. Les événements pour les 2 mois qui viennent, là, pour fêter ces 50 ans que vous fêtez pendant toute l'année. Oui, toute l'année. Si je devais donner un événement, la semaine prochaine, 15 jours, la poésie c'est le pied, avec Jacques Bonafé qui vient vendredi et samedi prochain pour lire du Serge Pey et les poètes qui ont inspiré Serge Pey. C'est extraordinaire d'avoir pour le coup Jacques Bonafé en bas. Ça va être génial. Sinon, quoi d'autre? En janvier, 15 jours dédiés à une super compagnie toulousaine, en compagnie des Barbares, pour un vieux spectacle Krienko sur les dadaïstes, mais commandé en 1917. C'est pile la création du dadaïsme, et je pense qu'il était bon de réentendre cette parole poétique et politique. Et leur toute nouvelle création, Conférence pour les illettrés, c'est un texte de Catherine Molnar, et c'est une réflexion sur la langue. Et à la CAFPO, on interroge ça aussi, la langue.
qu'est-ce qui fait langue, cette langue qui nous pense à l'heure où Édouard Philippe là, a fait sa directive disant qu'il veut pas d'écriture inclusive, ils comprennent rien, ils sont complètement à l'ouest. La langue nous pense et il faut repenser la langue pour penser autrement le monde qu'on vit. Donc voilà, 2 choses. La semaine prochaine, Jacques Bonafé et en janvier, en compagnie des barbares. Très bien, voilà, donc tout ça c'est à la CAF Poésie, vous l'aurez compris, la CAF Poésie, 50 ans de culture militante ou de militantisme culturel, et apparemment il y en a 50 prochaines qui s'annoncent. Bon anniversaire et à bientôt, et je rappellerai simplement que ce soir c'est Bernardo Sandoval et Pahamat qui sont sur la scène ce soir et demain soir pour la présentation et la création de leur nouveau duo. Donc je le rappelle, ce soir ça sera la 3e fois qu'ils montent sur scène ensemble. Oui, en fait ils ont proposé ce duo l'année dernière à des tours de chant. C'est là qu'on l'avait vu, qu'on avait trouvé ça exceptionnel. Donc effectivement c'est un duo très frais. Voilà, ça se passe ce soir à la CAF Poésie, et puis la CAF Poésie continue pendant toute l'année. Merci Yann d'être venu nous en parler. Mesdames, messieurs, ne quittez pas l'écoute. Dans quelques instants, vous... Caramel mou. Voilà, et on va continuer et quasiment terminer ce caramel mou. On l'achèvera dans quelques minutes avec quelques concerts pour ce soir, mais on va se quitter avec la chronique de l'air du temps de Lucas Lemoff. Lucas Lemoff qui est en train de se préparer. Attendez, parce qu'il faut que je sorte mon petit papier. Oui, puisque je le rappelle pour les jeunes auditeurs qui nous écoutent, il paraît qu'on a aussi des jeunes auditeurs qui nous écoutent. La radio a beau être à l'oral, on écrit quand même tous les papiers comme vous dit ici. On écrit tous les papiers ? Quasiment. Ouais, enfin moi c'est tapé, hein, c'est à l'ordi comme ça. C'est vrai, on a une sacrée différence de génération. Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez ? Alors en plus j'ai fait du recto verso exprès pour quand même, parce que bon c'est écolo oui. quoi. Eh bien évidemment. Non, c'est bon, en fait il me restait qu'un papier, c'est pour ça. Sur papier recyclé. Oui, exactement. Voilà, 191 jours. 6 mois et 8 jours donc depuis ma dernière chronique dans cette émission, ma dernière participation datant du 24 mai dernier. 6 mois durant lesquels j'hésitais fortement à venir ici, redoutant l'énième situation où l'on m'affublerait encore du surnom de Guillaume Meurice Discount du secteur sud-est de l'agglomération toulousaine, et ayant peur d'être confronté une fois de plus à une actualité toujours plus déprimante et ne plus savoir qu'en penser tant les catastrophes s'accumulent. Mais me voilà de retour, un brin fébrile certes, mais ravi de vous retrouver, prêt à prendre l'actualité à bras le corps. Alors, histoire de dégoter un fait croustillant sur lequel je pourrais vous faire part de mon avis personnel, avis qui, je vous l'accorde, compte à peu près autant que celui de mon boulanger, qui trouve par exemple qu'il y a trop de pigeons devant sa boulangerie, j'ai ouvert les journaux, allumé la radio, la télévision, consulté des réseaux sociaux, etc. Et avec tout ça, j'ai été frappé de tomber un paquet de fois sur le même bonhomme. Le même bonhomme occupant inlassablement les plateaux, les studios, les éditos. J'ai nommé... Macron. Et non, non, pas Macron. Ben non, enfin Macron, oui, certes, bien sûr. Si vous voulez Macron, au bout d'un moment, on prend l'habitude pour un type qui avait la couverture médiatique d'un chef d'État avant les élections présidentielles. Il apparaît logique qu'on n'ait pas trop fait la différence une fois qu'il a été logiquement élu. Et puis, on ne sait même plus de rien avec lui. Même pas du dernier épisode en date, à savoir le mauvais remake de Tintin au Congo, Macron au Burkina Faso, vous l'avez vu aussi. On s'est simplement demandé qui jouait Milou. Oui, voilà, c'est ça. Enfin je dis mauvais. Alors, non, pas tant que ça, parce que finalement, il a pris soin de garder de l'œuvre originale et le paternalisme colonial et les plaisanteries douteuses, donc finalement pas si mauvais que ça. Non, je parlais pas de Macron, mais d'un qu'on n'attendait pas tellement sur la scène médiatique, tant son rôle sur la scène politique actuelle est aujourd'hui assez réduit, et son influence aussi grande que celle de mon boulanger sur le comportement de ses pigeons, vous voyez. Ouais. Celui qu'on pensait avoir oublié, le Lucky Luke du 49.3, le Éric Besson de 2.0, le Ramsey Bolton de la première circonscription de l'Essonne, le Frank Underwood de l'Assemblée nationale, ouais, vous voyez. Le grand Manuel. Le grand Manuel Valls, voilà. Le mec qui a pris une dérouillée à la primaire socialiste, le mec qui a triomphé d'une victoire très serrée et plus que douteuse aux dernières législatives. La justice va bientôt se pencher sur son cas. Écoute, on verra bien. Le mec qui a trahi son parti au moment de ces mêmes élections en voulant rejoindre la majorité présidentielle. Le mec dont on aurait pu penser qu'il allait la boucler pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, le temps de se redorer un blason déjà bien terni. Le mec qui a probablement fini d'achever une certaine gauche qui tout sautait certes, mais respirait encore un peu. Ce mec-là, il revient et il parle. Et il parle partout. Et comme les déclarations de ces dernières semaines m'ont rendu quelque peu confus, je vous propose un petit jeu que je me suis amusé à mettre en place, si vous êtes d'accord. Ça s'appelle Manu ou Marine.
Bon, c'est très simple. Non, c'est très simple, vous allez voir. Il suffit de me dire si la phrase que je vais vous dire a été prononcée par Manuel Valls ou par Marine Le Pen. Voilà, c'est jusque-là rien de compliqué. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Qui a dit « Des problèmes naissent dans nos sociétés, par exemple dans la société française, le problème de l'islam des musulmans ». Oh, ça c'est Manu Valls. Ça c'est Manu Valls, bonne réponse. 21 novembre pour le quotidien El País. Voilà, c'est très frais. Ouais, c'est à l'étranger quand même qu'il le dit. Oui, voilà, mais bon, ça revient au même, hein, puisqu'il parle quand même de la société française, on est d'accord. Qui a dit « L'islamisme a à voir avec l'islam. Dire que ça n'a rien à voir, c'est déresponsabiliser l'islam ». Ah. Je dirais presque Valls encore. Ouais, c'est encore Manuel Valls, 26 novembre sur RTL, encore plus récent, c'est pas mal quand même. Alors, qui a accusé Plenel et Mediapart de complaisance et de complicité intellectuelle avec le terrorisme, rien que ça ? C'est encore Manuel Valls. C'est encore Manuel Valls, ouais, 15 novembre, RMC. Qui a dit le hashtag balance ton porc n'est qu'une excuse pour noyer le poisson de l'islam ? Bon, allez, je vais dire que c'est Marine, il faut bien qu'elle en sorte une. Non, c'était Finkielkraut. Ça, c'était un piège. Il faut bien s'amuser un peu, ouais, 20 novembre, Le Figaro. Attention, double citation, celle-là. Sur la laïcité, il ne faut rien laisser passer, ce sont mes combats et il faut les continuer. Et je n'ai pas l'impression qu'Emmanuel Macron fasse une entorse à la laïcité en acceptant son statut de chanoine du Latran auprès du Vatican. Ça, c'est Le Pen. Oh, non, c'est Valls. Ah ouais, 26 novembre sur RTL. Non, j'ai pas mis de Le Pen, c'était pas drôle. Il est rigolo, mon jeu, non ? Ah ouais. Il fait flipper, surtout. Ouais, je sens j'allais l'étoffer un peu et à le sortir en jeu de société pour Noël. En plus, avec un niveau de difficulté bien au-delà du Trivial Poursuite, vous l'avez vu, hein, je pense que ça va faire un carton, j'ai les CSP+. Mais il est fort quand même, hein, ce Manu. Ouais. Qu'est-ce qui vous arrive avec ce Jack ? Ah ben, je sais pas, il y a le technicien qui veut que je lui donne Jack, je lui donne Jack. Bon, ben alors, heureusement, on le verra à la vidéo, mais on ne voit rien à la radio. Ouais. Donc du coup, il me fout la merde l'autre. Oh là là, putain. Bon, alors... Il est fort quand même, Manu. Hein, ah oui, mais ça, quand il était Premier ministre, on ne se doutait pas de toutes ces possibilités sémantiques. Ouais, à ce niveau-là, il est plus en marche, il est carrément en course pour prendre la place de Philippot au Front National quand même. Ouais. Bon. Non, mais il est parti, Philippot, au Front National. Et oui, c'est pour ça. Donc je pense qu'il va prendre la place. Il va prendre sa place. Hein, bon. Parce que du coup, après, je me suis dit, bon, il y a peut-être encore un moyen de le sauver. En effet, j'ai appris qu'il existait une tribu au Zimbabwe, la tribu Ndebele, je vous explique quand même, parce qu'il y a une manière toute particulière de gérer les mauvais agissements. Quand l'un ou l'une d'entre eux fait quelque chose de mal, tout le monde l'entoure et pendant 2 jours, il lui rappelle toutes les bonnes choses qu'il ou elle a accomplies jusque-là. C'est pas mal quand même. Ouais, mais ça va être un peu compliqué pour Valls. Bah, j'ai réfléchi pour Manu. Je me suis dit 2 jours quand même, ça fait beaucoup. Ah ouais. J'ai réfléchi à la liste et je me suis dit que 2 minutes c'était pas mal. Et parce que pour l'instant, j'ai juste trouvé une caisse de champagne offerte en juin aux assesseurs du bureau de vote d'Evry. Oui, ils ont bien travaillé. Quand même, ils ont bien bossé. Ils ont bien bossé. Et une Rolex offerte à Castaner pour le convaincre de l'ajouter à la liste LREM pour les européennes. Qu'il avait préalablement piqué à Sarkozy ? Probablement, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé que ces 2-là. Bon, bref. En ce jour du 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. Je rappelle cette maladie grave, potentiellement mortelle, dont on a juste trouvé le moyen de vivre avec sans parvenir vraiment à nous en débarrasser. J'ai préféré consacrer quelques minutes à l'islamophobie d'un homme politique parmi tant d'autres et au racisme d'État. Le racisme, vous savez, cette maladie grave, potentiellement mortelle, dont on a juste trouvé le moyen de vivre avec sans parvenir vraiment à nous en débarrasser. Merci Lucas. Et c'est là-dessus que s'achève ce 790e numéro de Caramel Mou. Juste le temps pour moi de vous donner 2-3 concerts à voir ce soir. Donc Étienne Choissier, Mathieu Sourisseau, Julie Laverac au Taquin à 21h30. Ce soir au Bijou, Mes Identités Nationales de Pablo Seban. Très bien. Je comprends que vous dites très bien. Spectacle pour rire et conférence gesticulée à partir de 21h30. Pablo Seban, que l'on avait pu voir jusqu'à présent dans le trio à l'Arabiata. Du funk ce soir, Funky Style Brass au Rex à 21h30 avec les Fanflures. De la musique grecque à Maison Blanche avec une scène ouverte animée par Tassos Psitsivakos. Après l'anglais, le grec, je crois que je ne vais pas m'en sortir. À partir de 21h, cette musique grecque à Maison Blanche. Un bal néotrad à la Candela avec Sur les chemins à 21h et donc Sandoval et Pahamat en duo à la Cave Poésie à 20h30. Caramel Mou, c'est terminé pour ce soir. Je vous retrouve dans 15 jours. La semaine prochaine, je ne serai pas là, mais Mademoiselle Georges prend le relais et Caramel Mou aura une voix féminine la semaine prochaine. Vous me direz qu'avec ma voix de fossé, il va presque pas y avoir de différence. Salut les filles, bye.